is the new radio. Bon matin! Ah oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour, mais bon matin. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Oh, il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot! Ah si, il a fait, il est comme ça, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'Épinal, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait. Des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fais-tu frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour. On passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, fais-tu frette, ou plutôt, y fais-tu frette? Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid? Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette. Bonne émission et bonne découverte. Entreprendre au Québec. En voilà une idée qu'elle est bonne. Sauf que si vous avez bien écouté l'émission Je réseaute, donc je bosse avec Élise Ledreff il y a quelque temps de cela, vous avez sûrement déjà compris que le contexte québécois n'a pas grand-chose à voir avec ce que vous avez pu connaître à Paris, Bruxelles ou Genève. Alors, passez le volet administratif, ce sont plutôt les codes, les pratiques et les usages qui risquent de vous surprendre, et parfois, souvent même, de manière extrêmement positive. C'est ce qui, il y a quelques années déjà, m'a amené à rencontrer mon invité du jour. Nous évoluions alors dans deux secteurs approchants. Nous avions l'un et l'autre notre propre agence de communication, et elle venait de tenter l'expérience d'une filiale en France, car elle a une agence de dimension internationale, pas tout à fait non plus sur la même échelle, elle et moi. C'est en échangeant sur cette expérience que je me suis rendu compte, pour la première fois, des différences culturelles importantes qu'il y avait entre les deux rives de l'Atlantique. Évidemment, j'imaginais bien qu'il y avait des différences importantes avec les États-Unis, côté très anglo-saxon. Mais évidemment, le Québec, je me disais, c'est nos cousins, c'est un peu pareil. Que nenni. Et pour être honnête, ces différences m'ont vraiment, mais alors vraiment donné envie de venir travailler ici. Bref, si je suis ici, et si je monopolise vos oreilles en ce moment précis, c'est un peu à cause de mon invité du jour. Salut Sonia! Hello Jean-Michel. Oui, c'est moi alors qui t'a influencé pour venir au Québec. Très bien oui. Parce que on est une terre d'accueil et on adore recevoir les Français. Donc, c'est très gentil, mais oui, je te confirme, c'est un peu aussi à cause de toi. Tu fais partie des gens qui, tu n'es pas la seule, je vais pas mentir, mais tu fais partie des gens qui m'ont incité. Et c'est vrai que les discussions qu'on avait eues sur nos expériences respectives et sur ce qui avait pu t'embêter un petit peu dans l'expérience française m'avait laissé dire que moi aussi je me sentirais quand même probablement plutôt bien en me rapprochant de chez toi et en faisant le chemin inverse. Sonia, je vais quand même te présenter un petit peu parce que ça y est, tout le monde connaît ton prénom, mais c'est un peu court, d'autant plus que c'est de la radio, il y a que de l'audio. Donc Sonia Gagnon, tu es présidente directrice générale de l'agence SGM, vénérable agence que tu as fondée en 2003. Voilà. J'avais pas dit de bêtises. Donc, pour le coup, on peut le dire, tu es une entrepreneuse. SGM, c'est vraiment une belle agence. Tu évolues dans le domaine de l'immobilier commercial. Exactement. Ouais. Donc, et c'est vraiment ça qui fait que, pour moi, tu étais vraiment l'invité idéal pour parler
de cette notion d'entreprendre au Québec, parce que tu es toi-même une entrepreneuse depuis de longue date, et en plus tu travailles dans un secteur qui est fortement influé par aussi de nombreux entrepreneurs, puisque chaque projet est souvent des projets à part, c'est des créations d'entreprises ad hoc. Donc entreprendre au Québec, tu sais véritablement ce que c'est. C'est si différent que ça d'entreprendre au Québec? Par rapport à la France, écoute, c'est sûr que il y a beaucoup de choses qui sont différentes. On est d'abord, quand on arrive de la France, on a l'impression que parce que les gens parlent français au Québec, il y a vraiment, on est vraiment des vrais cousins. On est des vrais cousins de cœur, mais on a quand même des cultures totalement différentes. Et nous, on est au Québec des Nord-Américains. Donc, ce que je vois un peu la différence entre la France puis l'Amérique du Nord, c'est que l'Amérique du Nord, c'est une terre d'accueil, c'est une terre d'immigration. Les gens sont arrivés ici pour créer leur propre entreprise. Fait qu'au départ, ça a toujours été un endroit où on favorisait, en fait, l'entrepreneuriat et l'autonomie, en fait, des individus. En France, ce que j'observe, et je vous le cache pas, je suis mariée avec un Français, il faut sortir de grandes écoles. Il faut aussi il y a une espèce de route naturelle pour atteindre un niveau social ou déjà en faire partie de ce niveau social pour construire ou créer quelque chose. Ça fait vraiment une différence parce que les jeunes, et j'en ai beaucoup dans mon équipe aussi qui sont français, ils sont habitués à dire, il faut que je fasse les grandes écoles, je dois faire partie de tel réseau, etc. Donc, ils se donnent pas de possibilité non plus de construire par eux-mêmes, alors qu'ici, oui, certes, les écoles, c'est important, les diplômes, c'est important, mais ce qui est important, c'est l'innovation, c'est la créativité, c'est ce qu'on peut construire et ce qu'on peut bâtir pour nous procurer une liberté. Alors ça fait une nuance dans la façon dont on peut effectivement voir l'aspect positif de l'entrepreneuriat, plutôt que de dire, je suis docteur, avocat, ingénieur, j'ai fait le Polytechnique, j'ai fait la Sorbonne, etc. C'est pas dans notre culture intrinsèque de le faire. Alors, je pense que ça amène une grande différence. Ouais, c'est vrai parce que alors, en France notamment, mais je pense que c'est à peu près pareil en Belgique. La Suisse, c'est un petit peu différent, je pense. C'est vrai qu'il y a tout un mouvement pour inciter, notamment les jeunes, à sauter le pas, à lever les barrières, parce que je crois que tu as assez raison. Pendant des années, l'entrepreneuriat, on parlait pas d'entrepreneuriat d'ailleurs, on parlait plutôt de création d'entreprise, parce qu'il fallait mettre un petit peu quelque chose de ronflant là-dedans. Attention, c'est sérieux, c'est une entreprise, s'il vous plaît, faites gaffe. Ça fait devenir Renault là pour être. C'est ça, exactement, respecté. exactement. Et à l'inverse, je veux dire, le boulanger du coin, c'était pas un entrepreneur. C'était un artisan. Un artisan, ouais. Voilà. Et il y avait pareil. C'est vrai que la notion d'entrepreneuriat revient très très fort, mais comme elle n'est pas du tout, je pense que tu as raison, inclus dans les cultures, il y a énormément de dispositifs aujourd'hui qui sont lancés en Europe pour inciter les jeunes à créer leurs micro-entreprises, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a même tout un verbatim qui est utilisé par les politiques, par les influenceurs économistes, par les journalistes, pour revaloriser le métier dans l'entreprise. Donc, en gros, il y a une démarche qui est quand même assez mouse, parce qu'on sent qu'on part de très très loin. À l'inverse, les premiers échos que j'ai, mes premiers ressentis ici, c'est que c'est extrêmement naturel, et j'allais dire dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'être à l'université pour se dire « Oh, je suis à l'UQAM, je suis à l'université de Montréal, je vais peut-être pouvoir me lancer et être entrepreneur aussi. » J'ai l'impression, peut-être, j'ai pas vu d'études, mais que même si dans les cégeps, qui sont les équivalents des lycées, dans les cégeps ici, on demandait aux enfants au môme qu'est-ce que vous voulez faire, entreprendre, être mon propre patron viendrait presque majoritairement. Enfin, ça me semble hyper naturel. Oui, mais ça vient aussi, en fait, de tout le phénomène des startups, puis de tous les jeunes aussi en Amérique du Nord qui ont parti ou des Uber ou des Facebook ou LinkedIn ou tout ça, où c'est des gens qui sont devenus extrêmement rapidement millionnaires. Alors oui, c'est vrai que ça a donné un mouvement puis une certaine forme d'impulsion aussi pour les jeunes de s'assumer aussi puis de créer eux-mêmes. Et je te dirais aussi, c'est une excellente initiative en Europe de toute façon, puis en France aussi, d'encourager les jeunes. Mais en même temps,
il y a un petit peu une dichotomie où le système français, et je pense que Macron essaie beaucoup aussi un peu de permettre d'ouvrir développer des initiatives, mais il en reste néanmoins que en France, c'est l'État un peu qui dirige et que les Français en général, mais je ne veux pas avoir de jugement parce que il y a toujours des nuances, mais ils sont très critiques. Et si on leur enlève quelque chose, bien évidemment, tu sais, oui, disons, on veut 5 semaines de vacances. En fait, ils ont des acquis. Les Français ont des acquis, puis ils sont très choyés par rapport aux Nord-Américains. Ils sont pas vraiment prêts à s'en départir. Quand on est entrepreneur, quand on a cette notion-là, c'est une notion de risque. On peut pas en même temps avoir la retraite déjà établie. On peut pas. C'est complètement à l'antithèse d'un entrepreneur. Un entrepreneur, il prend des risques, il travaille beaucoup, puis il construit le bâti. Mais en même temps, son effort peut aussi donner des très, 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 très grands résultats. Alors, quand on est dans une société puis encore là, je fais très attention à mes mots parce que c'est pas une société socialiste, mais une société où c'est l'État, en fait, qui prend beaucoup de choses en charge. Mais c'est difficile de développer un sens entrepreneurial parce que c'est vraiment des choses complètement différentes. Ouais, c'est vrai. Sans parler de politique socialiste, mais je crois que le mot qu'on peut utiliser, c'est l'État-providence. C'est vrai qu'en France, on est habitué à l'État-providence, et c'est vrai que l'une des premières choses qui m'ont étonné ici, c'est que au moment où je suis parti de France, donc c'était en juillet 2020, donc on était déjà en pleine crise du Covid, ça commençait déjà un petit peu à durer. Bon, on est presque un an plus tard, et maintenant c'est interminable cette histoire, mais bon, c'est comme ça. Personne n'a choisi, je pense. Mais c'est vrai que je voyais qu'en France, de nombreux plans pour les entreprises d'aide avaient été mis en place. Et pour parler assez trivialement, ça gueulait quand même plutôt pas mal. Voilà. Et j'étais très surpris en arrivant ici, où j'ai vu effectivement, alors, il y avait aussi des mesures d'aide, sauf que toutes ces mesures d'aide, même à titre individuel, pour les travailleurs autonomes, donc l'équivalent des auto-entrepreneurs en France et tout, ce sont des prêts. Donc déjà, c'était limité. Ce sont des prêts, donc ça veut dire que, attention, on te prête de l'argent, mais il va falloir le rembourser plus tard. Ce qui d'ailleurs incitait des gens à ne pas prendre le prêt, mais on revient sur la notion de risque dont tu disais. Et malgré ça, je voyais que les gens étaient super contents, globalement, en disant « Ouais, chouette, ouais, il nous aide et ça c'est cool ». Je me suis dit, je me suis fait la remarque en me disant « Putain, si toutes les aides qui étaient lancées en France n'avaient été que sous forme de prêt, il y en a eu quelques-unes, hein, notamment pour les sociétés. Mais les aides individuelles, si c'était toutes forme de prêt, non, enfin on est déjà toujours un peu au bord de la révolution chez nous, mais oui. là c'était reparti quoi. C'est vrai que la culture est très différente. Ouais, la culture est différente, puis c'est sûr que la notion, en fait, comme tu dis, la notion de risque est très importante, mais en même temps, c'est aussi, puis tu le disais tout à l'heure, là, des fois, il faut être une grande société pour être reconnu, mais en même temps, je pense que nous, au Québec, on est conscient que l'économie, la santé économique passe majoritairement par les entrepreneurs, par les PME. C'est vraiment une masse importante dans l'économie. Il faut en prendre soin. Il faut vraiment en prendre soin pour faire en sorte que les entreprises vont être saines, pérennes, et puis vont pouvoir aussi se transférer à la famille ou à des employés ou à des investisseurs. Donc ça, c'est vraiment important. Puis autour de cette réflexion-là se greffent aussi toutes sortes de programmes. Oui, c'est vrai qu'il y a des prêts, mais le gouvernement est va vraiment faire en sorte qu'on va avoir des subventions pour former nos employés. On a beaucoup de programmes qui sont accessibles sans nécessairement avoir là de la bureaucratie puis de remplir 45. Les entrepreneurs, on n'a pas de quoi tu parles. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire ça. Alors, c'est sûr qu'on est favorisé dans ce sens-là au Québec pour avoir vraiment des programmes de support. Ouais, c'est ça. De programmes de support. Les programmes sont sur le support, sont sur le développement, sur la croissance, plus qu'éventuellement sur la création ou sur l'assistance en cas de coup dur.
Voilà, l'idée c'est vraiment de mettre le paquet sur le développement. C'est même la ville de Montréal a un programme qui s'appelle Parcours Innovation. Ils choisissent 40 entrepreneurs par année en fait, puis ils développent un espèce de parcours incroyable de formation, mais de coaching pour faire en sorte qu'effectivement on va pouvoir avoir de l'espoir, en tout cas, de grandir et d'exporter aussi. C'est un peu comme ça que je me suis retrouvée en France, d'ailleurs. C'est grâce au Québec que je me suis retrouvée en France. Comme quoi? Ouais. Comme quoi. Alors, si je comprends bien, devenir entrepreneur, c'est peut-être encore plus naturel. Enfin, c'est plus naturel puisque ça revient même à la base de la création du territoire. C'est plus naturel ici au Québec. Ok, point 1. Point 2, une fois qu'on a créé, quid des différences, j'allais dire, commerciales. Je viens sur ce sujet parce que c'est l'un des points qu'on avait beaucoup discuté. On était dans un secteur, toi et moi, la communication. Enfin, toi, tu y es toujours. Hein, tu as toujours ton agence, mais sur lequel il y a, on va dire, 2-3 anachronismes, en tout cas en France. Pour ceux qui ne pratiquent pas ce secteur, c'est très simple. Quand une société veut créer un nouveau projet de communication, elle contacte X agences. Alors maintenant, il n'y a plus de limite. Hein. Avant, on se régulait, c'était seulement pour des projets importants et on prenait qu'un petit nombre d'agences. Là, on contacte 12 000 agences, même pour un tout petit projet. On leur dit ce qu'on veut. On demande aux agences de produire le résultat fini, grosso modo, et on choisit une agence qui aura le bonheur d'être payée. Les autres n'auront que les yeux pour pleurer. Et ça, c'est encore quand les agences, on va dire, quand les compétitions, parce qu'on appelle ça les compétitions, sont vraiment honnêtes et sincères. Voilà. Et moi, depuis que j'ai évolué presque 25 ans dans la communication, cet anachronisme, que j'ai toujours trouvé anachronique, sauf qu'il est entériné, il est comme ça, il est toujours été comme ça faisait déjà débat quand j'ai commencé. Je rigolais, je regardais juste avant d'enregistrer l'émission, il y avait un débat sur une web TV en France sur la communication qui reprenait exactement le même sujet. Et toi, quand t'es arrivé, ce genre d'attitude, ça t'a carrément choqué. Oui, vraiment. En même temps, je peux comprendre quand même qu'on mette en compétition des fournisseurs ou à mettre 2-3 entre eux. Mais évidemment, dans la mesure où le brief est le même, dans la mesure où les règles sont très, très établies. Alors, c'est sûr que ça se fait aussi quand même au Québec. Mais en général, avec les associations d'agences ou il y a quand même des règles là, que les entreprises, même dans leur gouvernance, doivent établir. Il n'y a pas dire, ben écoute, je vais embarquer 3-4 personnes, mais je vais prendre mon ami à la place et puis voilà. Donc, c'est difficile. Ça peut se faire, évidemment. Je dis pas que ça se fait pas, mais disons que ça se fait de moins en moins. C'est vrai que c'est ça. C'est très rapidement. Ouais, c'est très étonnant parce que bon, la France notamment est un pays, on le disait, extrêmement régulé. Surtout tout. Et là, on est dans un secteur et bon, évidemment, on parle du secteur de la communication parce qu'on le connaît bien toi et moi, mais ça nous a amené à travailler sur plein d'autres secteurs en conseil. On a pu voir comment ça se passait et la réalité, c'est que c'est pas forcément extrêmement différent dans les autres secteurs. Donc, on peut presque en faire une généralité. Et on a beau être un pays extrêmement régulé, là, on arrive sur des pratiques commerciales qui, elles, ne le sont plus du tout. On est parfois quand même un petit peu à la limite de l'anarchie, à la limite de l'honnêteté, et à l'inverse, sur ce que j'ai déjà vu discuter avec toi, mais déjà vu depuis les quelques mois que je suis au Québec, on est sur un pays beaucoup moins régulé, qui fait beaucoup plus confiance à l'initiative individuelle et à la prise de conscience collective. On le voit d'ailleurs sur la gestion du Covid. Et on pourrait dire que cette absence de régulation crée les conditions d'un chaos commercial. Et ben, c'est exactement l'inverse. Ici, les règles commerciales sont bien claires pour tout le monde. Et d'ailleurs, une autre différence, on parle argent beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus déculpabilisée qu'en France. Ouais, ça, c'est grâce aux Anglais. Merci les Anglais. Pour une fois, on dit merci aux Anglais. Moi, ça m'arrive pas souvent. Ben moi, je dis souvent merci aux Anglais. J'ai dit souvent merci aux Anglais, mais effectivement, je pense que chez les francophones, parfois, une espèce de peu judéo-chrétien où finalement, c'est mieux dans la vie d'être pauvre, puis les riches, c'est des méchants. Voilà. Donc, mais bon, parenthèse. Mais je pense que
tout est lié, Jean-Michel, parce que, tu sais, si au Québec, on fait la promotion des entrepreneurs, c'est qu'au fond, on les respecte aussi, les entrepreneurs. Alors, quand on va en appel d'offres, l'appel d'offres doit être structuré pour respecter aussi, finalement, l'entreprise. C'est pas pour mettre l'entreprise en faillite si on lui en demande trop. C'est qu'on est conscient de ce qu'on demande, puis on est respectueux aussi de l'entrepreneur. Je dis pas que ça se passe comme ça tout le temps au Québec quand même. Puis je pense que peut-être en France, si finalement les grandes entreprises ont peu ou moins de respect pour les PME, ben ils vont, c'est plus facile pour eux de dire les mains autour de la table, puis ils vont travailler. Et dans notre domaine d'activité, puis tu le sais très bien, ben souvent les gens ont l'impression que c'est facile, tu sais, leur enfant pourrait se mettre devant un ordi puis faire des dessins, puis bon. Alors ils sont pas conscients du travail aussi que ça exige en stratégie, en communication, en design, etc. Donc ils sont pas conscients, alors ils demandent, puis moi je suis allée dans un appel d'offres qui d'ailleurs m'a fait sortir de la France là parce que je me suis dit non, mais on était 12. On se retrouve avec finalement, ce n'est pas les décideurs qui sont autour de la table, mais les décideurs sont autour de la table de ceux qui gagnent. Donc, c'était joué, mais ça m'a coûté pour préparer l'offre de service 50 000 €. Ouais, c'est fou. C'est ça qu'on n'a pas dit tout à l'heure quand on parlait du sujet, c'est que les compétitions, évidemment derrière, ne sont pas rémunéré, donc on vous demande quand même des heures et des heures et des semaines de travail, de produire. Moi, dans la communication, dans la publicitaire, plusieurs fois, j'ai vu, et ça m'est arrivé une fois pour être tout à fait honnête, pour une compétition non rémunérée, les agences arrivent en ayant produit un film publicitaire, c'est-à-dire avec un réalisateur, avec des techniciens, avec des acteurs. Alors même si on explique à tout le monde qu'on est en compétition, il faut pas faire cher. Enfin, il y a personne qui bosse gratuitement. Si, il y a des gens qui bossent gratuitement, c'est les agences. Mais tu vois, je me disais, et c'est pour ça que je voulais parler vite fait de cette notion de la facilité avec laquelle ici on arrive à parler du prix. Mon sentiment, c'est que s'il y avait ce travers en France où il fallait produire extrêmement, aller très très loin dans la production, c'est parce qu'on a toujours on garde la discussion financière pour la fin. Vraiment pour la fin. C'est en gros, il a vraiment fallu que je te montre tout ce dont je suis capable, tout ce que je peux faire, qu'on aille jusque dans le moindre détail, que tout soit finalisé pour que maintenant on dise au fait, maintenant il faut que je te dise, ça fait 6 mois qu'on bosse, il y en a pourtant. Et du coup, ça crée évidemment énormément de problèmes, même dans la relation, puisque mais je m'attendais pas à temps, oui, mais je travaille, ainsi de suite. Ici, je trouve, ça me semble plus sain, même si c'est un peu déstabilisant au départ, parce que notre éducation fait qu'on a un peu de mal à parler argent. Mais ici, ça me semble plus sain. Très très vite dans la relation, c'est combien ça coûte. Et on sent qu'il n'y a pas de... Quand cette question m'était posée en France, quand j'étais agence et qu'un prospect me le posait, je sentais une forme de jugement dans le combien ça coûte ça. Voilà. Là, c'est non. C'est combien ça coûte. Je veux une information factuelle. Voilà, tu me dis combien ça coûte. Ça change beaucoup de choses, je trouve. Plus direct, puis des fois même moins poli, moins bien élevé, je te dirais, que les Français. Donc, c'est vrai qu'on parle. Il y a moins de formalisme, c'est vrai. Ouais, c'est ça, c'est right to the point. Mais effectivement, moi, ça a été aussi une adaptation culturelle quand j'ai travaillé en France parce que lorsqu'on présentait, évidemment, les gens étaient extrêmement polis, gentils. Tu sortais de ta présentation puis tu disais que on avait tout compris. Donc, on sortait de là, wow, pole position, on devrait le gagner. Puis finalement, on gagnait pas parce que nous, ici, si tu présentes et puis que ta présentation, elle est pas sur la coche, les gens sont déjà sur leur téléphone. Puis ils te le disent. On leur a perdu, ils te le disent au départ. Alors, on le sait tout de suite. On le sait à peu près tout de suite. Donc, ça, c'est des nuances. Puis aussi, évidemment, quand on arrive dans un nouveau pays puis on part en affaires, on est très naïf aussi. Alors, on connaît pas les codes qui sont non dits, donc les relations. Mais ici aussi, c'est la même chose. On développe nos affaires à travers notre réseautage. Puis avec le réseautage, c'est vrai. Ça, le réseautage, on en a beaucoup parlé dans l'émission précédente avec Élise. Mais c'est vrai que l'autre grosse différence, donc il y a une différence culturelle. Je trouve que cette différence
aborder la partie commerciale et entre guillemets de l'aborder de manière positive. Commercial, j'entends le prix, l'argent, est aussi une autre différence. Et l'autre différence qui est peut-être liée à la culture anglo-saxonne, mais aussi à la taille du Québec, et qui moi m'impressionne beaucoup depuis que je suis là, c'est la capacité de tout le monde, de chaque entrepreneur, même travailleur autonome, ce qui est mon cas moi aujourd'hui, où je suis tout seul dans mon bureau, Covid oblige, à avoir accès assez facilement, alors, pas faire de généralité, il y a quelques portes qui restent fermées, mais on a assez facilement accès à tout le monde. Alors qu'on sait très bien que quand on est entrepreneur, jeune entrepreneur, vient de lancer sa boîte en France, il y a tout un pan du marché qui t'est totalement inaccessible parce que tu n'as pas la taille critique, tu n'as pas l'historique, tu n'as pas les... Non, là. On a accès à tout le monde. Après, il faut être bon. Voilà. Oui, mais tu as raison, en fait, effectivement. Il y a une spontanéité, puis on a peut-être un sentiment plus de solidarité, étant donné qu'on est quand même une petite province dans un énorme pays. Ouais, et on a plus de francophones, donc on a effectivement une forme de solidarité. Mais oui, c'est vrai qu'on peut oser appeler un président d'entreprise et il va vous retourner l'appel. Il y a pas de problème. Donc, ouais, c'est vrai que c'est peut-être plus difficile en France de faire. Mais ça, j'aurais dû le tester, mais je l'ai jamais testé. La précédente émission qui sera diffusée juste avant cet entretien, et pour ceux qui nous écoutent, j'espère que vous l'avez écoutée parce qu'elle est passionnante. C'est une émission avec Isabelle Hudon. Isabelle Hudon qui est vraiment une personnalité ici, une référence, enfin une source d'inspiration, et qu'accessoirement elle est juste ambassadrice du Canada en France et à Monaco. Et autant vous dire que quand j'ai balancé mon petit message sur Twitter en lui proposant d'être mon invité sur mon podcast sur lequel j'avais encore aucune émission qui était diffusée, j'en menais pas large, et j'avais à peu près, je m'étais donné à peu près 0 chance pour qu'elle me réponde. Toute ambassadrice qu'elle est, elle m'a répondu tout de suite. Oh, oui, le projet est intéressant. Voici mon adresse courriel. Et voilà, en deux discussions, l'émission s'est calée. Je pense très sincèrement que je n'aurais jamais pu faire la même chose avec une personnalité aussi importante de tel niveau, aussitôt en tout cas dans le développement du podcast en France ou même ailleurs. Très sincèrement, ça me semble très ouais, mais tu vois, aux États-Unis c'est facile aussi. Alors tu peux rejoindre quelqu'un. Pourtant c'est grand. Ouais, c'est grand, mais c'est le sens du business en fait. C'est le sens de l'instantanéité. Il y a des moments où puis pourquoi pas, on ose. Mais entre autres, dans le cas d'Isabelle, c'est sûr que avec toute sa démarche sur les FEA aussi, c'est une femme qui démontre aux autres femmes qu'il faut oser, les FEA. Ça, c'est ça. Donc, c'est être audacieuse. Donc, pourquoi pas? Audacieuse, elle est, et brillante, elle l'est peut-être encore plus. Enfin, même pas peut-être, elle l'est encore plus. Et c'est super qu'on parle à ce moment-là de l'émission d'Isabelle Hudon et de l'EFEA. Parce que c'est la deuxième partie sur laquelle je voulais t'interroger. L'émission s'appelle Entreprendre au Québec, et cette partie pourrait s'appeler Entreprendre au féminin au Québec, puisque ça n'aura échappé à personne. Je t'appelle donc Sonia, voilà. Tu es donc partie de la gente féminine, et accessoirement, tu as été pendant quelques années présidente d'une association qui s'appelle Crew, qui, alors tu me dis si je dis des bêtises, qui voulait favoriser la place des femmes, le développement de la place des femmes dans l'industrie de l'immobilier commercial. On en avait brièvement parlé tous les deux, et un peu de manière que j'avais un peu été surpris de voir qu'une initiative comme l'EFEA venait du Québec. J'ai un peu été surpris que toi, qui est une entrepreneuse qui a réussi et tout ça et tout, au Québec, que tu aies ressenti le besoin avec d'autres personnes de ton industrie de promouvoir la place des femmes dans l'industrie. Alors je vais m'expliquer pourquoi, parce que autant c'est un sujet qui met une évidence à peu près partout dans le monde, et en France, alors là c'est évidemment, il y a un besoin criant, voilà. Sauf qu'ici, les premières choses que j'ai appris en arrivant, c'était que le Québec, contrairement à la France, était une société matriarcale. Voilà, dans laquelle la place de la femme au foyer est bien plus valorisée, bien plus importante que la société européenne, qui est principalement une société patriarcale.
Donc moi je m'étais dit bêtement et méchamment, une société matriarcale sur lesquelles, ici un exemple, ce sont les filles qui draguent, c'est pas les garçons. Ici c'est le rêve pour moi, j'aurais dû venir plus tôt, voilà, mais bon c'est comme ça. Mais plutôt elle draguait pas, Jean-Michel. Alors. Ah bon? Ah parce que moi voilà. Non, là c'est une nouvelle génération quand même. On m'a vraiment dit ça et du coup je m'étais dit voilà c'est le Québec a l'air d'être une société beaucoup plus ouverte à la reconnaissance naturelle, j'allais dire, de la place des femmes. Pourquoi a-t-on besoin de le promouvoir, de le revendiquer et visiblement de se battre au quotidien? C'était une surprise et j'aimerais bien que tu m'en parles. Écoute, oui, donc CREW, c'est en fait 12 000 membres à travers l'Amérique du Nord, donc on a 400 membres à Montréal. Donc, je peux te dire que quand il y a un congrès, les octaves, c'est... En ce moment, les réunions Zoom, ça doit être sympa. Oui, c'est ça, exactement. Donc, effectivement, c'est pour promouvoir le succès des femmes dans l'immobilier commercial, parce que l'immobilier commercial, c'est un milieu qui est encore quand même aussi masculin, et c'était vraiment pour l'ascension des femmes, donc à des postes de haute direction, et évidemment de faire en sorte que les conseils d'administration puissent atteindre la parité. Donc ça, c'était vraiment nos enjeux, des enjeux de diversité, d'inclusivité. D'ailleurs, la présidente d'Ivanhoe Cambridge, Nathalie Paladichev, est une Française. Donc, le Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec sont allés la chercher à Paris pour la convaincre de venir s'installer avec toute sa famille à Montréal et diriger une des plus grandes sociétés immobilières au monde. Alors, donc, on en est très fiers. Mais juste avant, parce que la France a vécu ça, je veux juste rappeler quelques petites dates pour montrer à quel point ça fait pas longtemps, en fait, que les femmes ont une place importante dans la société. Puis je vais peut-être vous faire sourire aussi. Puis on se suit avec la France, mais le droit de vote 1940. En 1963, et ça c'est mon année de naissance, là j'ai 58 ans. Alors, il y a eu l'égalité devant la loi. L'obligation d'obéissance des femmes envers leur mari était abolie. Puis, en France, c'était à peu près en même temps aussi. La contraception, quand même, 1969, où c'est une loi qui décriminalise la contraception. C'est fou. C'était un crime. L'avortement, en 1988 seulement, l'avortement est plus un crime au Canada. Donc, on n'a pas besoin c'est pas très loin, dans l'histoire où la femme était vraiment soumise. C'est en 1996. Et ça, ma fille a 24 ans. C'était la loi sur l'égalité salariale, sur l'équité salariale. Au final, il n'y a pas tant de différence. Au final, dans toute l'histoire, il n'y a pas tant de différence. Mais quand il y a eu vraiment plus la promotion du féminisme en 1970, il y a eu deux pôles différents entre le Québec et la France. Puis ça vient aussi encore là un peu on parlait tantôt d'économie, d'autonomie, d'entrepreneuriat, etc. Mais en France, les règlements étaient la réglementation basée sur l'équité professionnelle. Et ici, c'était sur l'autonomie économique et l'émancipation des femmes. Et ça fait une différence. Parce que quand on base sa réglementation sur l'émancipation des femmes, mais à travers une autonomie économique, c'est qu'on veut vraiment les rendre totalement indépendantes. Et sachant que les femmes vont faire des enfants, on fait beaucoup de lois pour faciliter aux femmes d'être sur le marché du travail et d'avoir du temps pour avoir une ascension aussi de sa carrière. Donc, on a eu des garderies à 7 $ par jour. Alors ça, c'était vraiment une révolution pour les femmes. Les congés de maternité d'1 an, ici, en France, je pense que c'est 4 mois. Donc, oui, ça permet... C'est en train de s'allonger petit à petit, mais oui, on doit être sur 4 mois total. Et les femmes conservent leur nom de famille. Alors moi, mon mari s'appelle Motulski, mais moi je m'appelle Gagnon et j'aimais même pas penser. En fait, c'est dans la loi, j'ai pas le droit de changer de nom.
Donc, c'est vraiment... Ça, pour le coup, je dis à tous ceux qui viendront, moi, mon épouse, ça fait 25 ans qu'elle s'est habituée à porter son nom qui était le mien au départ. Et ça fait comme un léger blocage depuis qu'elle est arrivée ici, hein, que ce soit dans ses études, à la banque, dans tous les papiers administratifs et tout. Grosso modo, il faut qu'elle oublie son nom de femme mariée et qu'elle revienne à son nom de jeune fille. Donc, bon, après 25 ans, ça l'a fait un petit peu crisser au départ. Mais effectivement, c'est comme ça. Rien qu'à ça, on sent que l'indépendance, elle est... Mais voilà, alors l'indépendance, la raison pourquoi on changerait de nom, finalement, c'est notre nom de naissance. Mais c'est vrai, quand on y pense... Après, effectivement, on peut décider de donner le nom du père aux enfants, mais on peut aussi décider de donner les deux noms. Alors ici, les deux, voire le nom de la mère, c'est possible aussi. Le nom de la mère, c'est possible aussi. Même qu'en Suède, je pense que eux, c'est le nom de la mère. Donc, c'est un autre élément ici de différent de la France, c'est qu'on féminise les noms. Alors, on n'est pas mère, on est mairesse. On n'est pas auteur, on est autrice. Donc, on va faire en sorte vraiment de mettre les noms féminins. Alors, pourquoi on serait mère alors que c'est le nom masculin puis qu'il existe le nom au féminin? Donc, il y a des nuances aussi qui a fait en sorte que fait basculer, en tout cas, ou créer des réglementations différentes depuis, je te dirais, c'est ça, depuis les années 70. Puis oui, on est une société matriarcale. C'est ça, en fait. Elle vient d'où cette histoire? Parce que l'historique que tu viens de faire, il est passionnant parce qu'on voit que, allez, à 3-4 années près, en général, l'évolution des lois, et pas des petites lois, hein, le vote, voilà, tout ce que tu nous as cité, suit celle de l'évolution de la France. Et pourtant, moi, j'ai vraiment, dans les livres d'histoire et dans tout ce que j'ai pu lire en arrivant, on m'a dit, attention, l'une des grosses différences ici, société matriarcale. Comment est-ce que, du coup, dans une société matriarcale, on se retrouve à devoir... comme en France, dire « Ah, au fait, on est matriarcal, mais les femmes ont le droit de voter. Ah, mais elles ont le droit d'avoir leur avis. Elles ont le droit d'avorter. Enfin, voilà. » C'est... en fait, la société matriarcale, c'était juste à la maison. Oui, exactement. C'était juste à la maison. Puis pour des raisons... c'est sûr qu'on compare un pays avec une histoire extraordinaire, mais aussi avec une historique de royauté, vraiment différent. Alors, le Québec, c'est encore une terre d'immigration. Les gens qui sont arrivés, évidemment, c'est pas les plus grands nobles qui sont débarqués. Donc, souvent, c'est la femme qui devait prendre en charge, un peu comme certaines campagnes, même françaises, la femme doit prendre en charge la famille, doit prendre en charge le quotidien, et l'homme, il doit aller dans les champs, il doit gagner sa vie, etc. Donc, c'est aussi... c'est ce qui a créé un peu, effectivement, que la femme... Dis-moi si je me trompe, parce que quand on avait discuté il y a quelques semaines, on avait mis l'accent sur ce point-là, mais je me disais, moi qui viens en plus de la Charente, donc de la campagne française, je me dis, ça me semble pas si différent que ça, hein, puisque effectivement les hommes partaient au champ travailler. Souvent à l'époque, malheureusement, ils partaient à la guerre parce qu'il y en avait un petit peu beaucoup sur le continent européen à ce moment-là. Et ce sont donc les femmes qui évidemment s'occupaient de la famille, s'occupaient de la maison, s'occupaient de tout cet aspect-là. Mais il y avait peut-être une grosse différence, c'était l'accès au portefeuille. C'est-à-dire que même quand ils étaient éloignés la journée parce qu'ils travaillaient au champ et qu'ils étaient entre guillemets détachés de toutes les obligations familiales et organisationnelles au niveau de la maison, les hommes gardaient la main sur le portefeuille en France. C'était pas le cas ici. Encore là, je vais pas généraliser, mais ce que moi j'ai vécu, je dirais là, dans mes grands-parents, mes parents. Mm-hmm. Le mari était le pourvoyeur et la femme doit s'occuper de tout, puis il déposait effectivement sa paye. En fait, il donnait l'argent à sa femme et c'est sa femme qui gérait. Donc, c'était vraiment... Le ministre des Finances, c'était généralement, effectivement, les femmes. Maintenant, c'est peut-être pas comme ça dans toutes non, mais bien sûr, on essaye de tracer des grandes lignes. Voilà, c'est ça. Mais oui, c'est vrai que effectivement, la division des rôles était bien distincte, bien définie. Ouais. Et bien définie. Mais ceci dit, Jean-Michel, je ne crois pas que les femmes qui prenaient la paye de leur mari se faisaient plaisir.
je crois que oui, j'ai aucun doute dessus. Hein. De toute façon, vu quelle était la vie à l'époque, voilà. C'est vrai que c'est différent, c'est vrai qu'elles avaient une place importante, mais je ne crois pas que c'est ces éléments-là qui ont contribué à son émancipation. Ouais, c'est clair. Puis on le voit bien, puisque au final, toutes les lois, toutes les évolutions sont pas si différentes, voire même carrément totalement similaires, à peu près au même moment, le même type de loi. Donc voilà. Je pense que c'est juste, c'est ça, c'est uniquement des règles. Je pense que le fait de mettre beaucoup d'énergie sur la famille pour rendre la femme économiquement autonome, je pense que ça a fait une différence avec la France par rapport aux réglementations qui ont été faites. Bon, amis françaises, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Venez donc entreprendre au Québec. Vous voyez, il y a plein de choses à faire. Et pour résumer, entreprendre au Québec, c'est plus simple. C'est différent parce que c'est beaucoup plus direct. Puis c'est aussi plus petit, il faut aussi se le dire. Hein, c'est une province de 8 millions d'habitants. La France, c'est 70 millions aujourd'hui. La notion, j'allais dire, de caste sociale, de rang social est inexistante, ce qui rend la vie plus simple à côté. Après, la notion de risque est beaucoup plus importante. Voilà, ne comptez pas trop non plus sur des amortisseurs sociaux dans tous les sens pour vous aider à vous en sortir si vous vous en plantez. Vous entreprenez, donc on est ici dans une notion de risque. Et finalement, il faut ici comme ailleurs toujours continuer à se battre pour s'assurer que les femmes puissent elles aussi avoir accès à tout ce qui est leur droit naturel. Sonia? Moi, je peux dire quand même, Jean-Michel, avant de terminer, j'adore la France et que dès qu'on va pouvoir déconfiner, voyager, je me visualise sur une terrasse à Paris. Extrêmement hâte parce que c'est un des plus beaux pays au monde, la France. Ah, mais j'en suis intimement persuadé. Allégez vos règles un peu. Ouais, c'est pour moi, et j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé, la France reste le plus beau pays au monde, Paris est la plus belle ville au monde, et la Corse est le plus beau territoire de tout. Enfin, la Corse est effroyablement beau. La France est un paradis, voilà. Sauf que Sylvain Tesson l'a très très bien résumé dans une interview il y a quelques mois maintenant, en disant la France, ce paradis dans lequel les habitants se croient en enfer. Oui, ça, effectivement, mais il faut vraiment être au paradis, c'est très bien expliqué. Mais en tout cas, de toute façon, on vous attend au Québec avec plaisir. Ouais, en tout cas, tu as été une super ambassadrice, Sonia, tant pour les entrepreneurs que pour les femmes entrepreneurs et les femmes en général. Ça a été un vrai bonheur. Je sais que tu as un rendez-vous et qu'il faut que je te libère. C'est super gentil d'avoir pris sur ton temps. C'était un vrai bonheur. Et puis, j'espère qu'on se revoit très bientôt. En vrai, cette fois-ci, cette émission était prévue pour un véritable enregistrement en face à face. Bon, les règles ont fait que. On finit pour quelques semaines encore. Voilà, mais avec un peu de bol, au moment où l'émission sera diffusée, on sera plus confiné. Qui sait? Croisons les doigts. Écoute, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un plaisir. Et à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye. Et voilà. Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel
Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu-frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu-frette, à commercial. Ah oui, j'oublie aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. J'avoue, c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu-frette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause. Car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bonjour. Alors bonjour à tous et à tantôt.